Bonjour Podren. Et bon anniversaire, on l'oublie, voilà, 10 ans et toutes vos dents. Pardon ? 10 ans déjà, effectivement, c'est pas comme les guignols. Alors, donc nous sommes Monsieur Série and Friends avec, juste à mes côtés, celle qui est là depuis le début, qui tient bon depuis 8 saisons. On l'appelle aussi le petit cul qui fume. Élodie. Bonsoir. Il a autant de mamans imaginaires que de daddy issues, c'est Mathieu. Bonsoir. Si elle était un fruit, elle serait une groseille. C'est aussi une cascadeuse pendant nos podcasts. Elle fait de la cascade en PC. C'est Sarah. Et c'est un principe sur pattes. Il râle, mais il est gentil. C'est Olivier. Alors, donc pour les 10 ans de Podren, on s'est dit on va chercher dans nos séries que l'on regardait quand on avait 10 ans. Voilà, c'est logique. Et on fera aussi une petite partie de Phase B, qui est en fait l'autre format de Monsieur Série, où on va vous parler des morceaux que l'on écoutait quand on avait 10 ans, ou qui sont sortis quand on avait 10 ans. Donc si vous êtes là, préparez-vous aussi à réfléchir de votre côté, parce que peut-être on vous demandera aussi d'en citer de votre côté. Tout ça termine dans une playlist sur Spotify et sur Apple Music et YouTube. Comme ça, on pourra tout ça partager ensemble. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Nous, pas. Non. Donc, jamais prêt. On n'est pas prêt. Et d'ailleurs, il vient de dire qu'il est jamais prêt, mais c'est lui qui va commencer tout de suite. Avec une série de son enfance. Et je passe le générique. Donc voilà, Olivier. Donc Arnold et Willy. Arnold et Willy, ouais. Je sais pas, il a pas l'air de marcher ton micro. C'est lequel qui fonctionne ? Ah. Non, prête pas le ton micro. Allez. Est-ce qu'il est allumé sur le truc là-bas ? Celui-là il marche, fonctionne, c'est bon. Voilà. Ok. Oula, du coup ça marche très fort. Oui, donc je voulais vous parler d'Arnold et Willy. J'ai hésité longtemps en fait pour savoir quelle série j'allais parler parce que à 10 ans en fait je regardais beaucoup de séries. En fait j'avais que ça à foutre. Et du coup il y en avait beaucoup. Il y avait Code Quantum que je regardais tous les soirs, mais bon on en a parlé beaucoup dans le podcast déjà, donc je me suis dit bon on va pas y revenir encore. Et puis il y avait toutes les séries K2000, l'agence touriste, MacGyver, tous les trucs d'action que j'aimais beaucoup. Il y avait tous les animes qui passaient dans le club Dorothée et tout. Et puis en fait il se trouve que j'étais à Sérimania il y a 2 semaines maintenant et il y avait une exposition qui était sur les génériques de séries. Et à un moment donné, pendant l'exposition, j'entends Arnold et Willy. Et là, je me suis dit, mais il faut que je parle d'Arnold et Willy parce que, en fait, c'est une série qui a beaucoup compté pour moi, que j'ai un peu oublié par la suite, mais qui, malgré tout, bâtit à la fois ma séréphilie et en même temps qui m'a apporté quand même pas mal de valeurs et pas mal de choses dans mon éducation. Donc je dis pas que ma mère m'a pas éduqué, mais ça passait aussi beaucoup par les séries et par les animés et tout, donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai décidé de parler d'Arnold et Willy. Alors pour ceux qui sont jeunes dans la salle et qui connaissent pas Arnold et Willy, Tu parles de moi là encore. En fait c'est l'histoire de Monsieur Drummond.
qui est un millionnaire américain qui habite New York et qui a une gouvernante qui est noire et qui décède en fait. Et Monsieur Drummond, ils habitent à Harlem, et enfin lui habite New York, mais sa gouvernante habitait à Harlem. Et Monsieur Drummond a promis à sa gouvernante qu'il allait s'occuper de ses 2 enfants, de ses 2 garçons, donc Arnold et Willie. Et la série commence au moment où les 2 enfants arrivent pour la première fois chez Monsieur Drummond et découvrent un magnifique appartement en plein Manhattan, alors qu'eux, ils viennent d'Harlem et qu'ils viennent de Toddy. Voilà. Donc la série commence comme ça. Dans la famille de Monsieur Drummond, il y a sa fille Virginia qui a 13 ans. Et du coup, il prend une nouvelle gouvernante qui s'appelle Madame Garrett et qui est très drôle, qui est une dame qui se laisse pas faire, qui prend beaucoup ses aises, qui dépasse souvent son rôle de gouvernante et qui va aider Monsieur Drummond à éduquer en fait ses 2 enfants. Et voilà, donc c'est le postulat de base. Et donc la série va servir à parler de tolérance, va servir à parler de plein de petits problèmes comme ça, et à chaque épisode en fait à la fin il y aura une espèce de morale, il y aura quelque chose qui fait que ça finit bien et que on retrouve une espèce de morale et voilà, donc c'est très bien pour les enfants parce que ça apprend la tolérance, ça apprend à respecter l'autre, ça apprend l'amour, ça apprend, voilà, c'est très naïf comme morale en général, mais finalement pour moi, en tant qu'enfant, c'était assez intéressant. Et puis il y avait une autre chose aussi, c'est que en fait la série a date. Alors chez nous, elle a été diffusée à la fin des années 80. Mais en fait, elle date aux États-Unis, elle datait de 1978. Ça a commencé en 1978. Et moi, après, je l'ai découvert beaucoup plus tard, parce que j'ai découvert en 93-94. Les rediffusions ont eu lieu dans le Club Dorothée à partir de 91. Et du coup, enfin voilà, il s'est passé quand même beaucoup de temps entre le moment où la série a été créée aux États-Unis et le moment où moi je l'ai découvert en France. Et en fait, il faut se rendre compte qu'en 78, c'était pas du tout la même représentation des Noirs à la télévision. Et pour une fois, tout d'un coup, on avait des personnages noirs qui étaient représentés. Et alors évidemment avec les maladresses de l'époque, mais ça n'empêche que pour moi, qui était un jeune garçon blanc dans un univers blanc, en fait, tout d'un coup, je voyais quelque chose de différent et je voyais des personnages différents. Et pour moi, je pense que ça a aussi été une ouverture d'esprit. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette série-là, parce qu'en fait, maintenant on la voit avec du recul en se disant, ouais, il y a le côté white savior avec Monsieur Drummond, machin, qui aide à coup de pognon ces petits noirs et tout. Mais en fait, pour moi à l'époque, c'était juste voir des gens différents et voir beaucoup d'amour, parce qu'en fait, la série, elle dégage beaucoup d'amour. On le voit dans le générique. À la fin du générique, quand il y a Monsieur Drummond avec ses 2 enfants, en fait, c'est vraiment, il s'aime beaucoup. Et voilà, moi, le petit garçon naïf que j'étais, il aimait bien ça et il avait besoin de ça, quoi. Donc c'est pas la même lecture du tout maintenant quand tu es adulte que quand tu es enfant. Quand tu es enfant, tu fais ça comme voilà une sitcom familiale avec des choses rigolotes et des choses un peu plus tristes, et alors qu'en fait derrière il y a des messages quand même relativement compliqué et dur de façon sociétale. Je ne sais pas si ici quelqu'un regardait beaucoup cette série-là, ou l'a regardée il y a peu, pardon. Oui, voilà, exactement. On s'en souvient, en fait, on s'en souvient que par cette phrase-là. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai regardé plusieurs épisodes que j'avais pas vu depuis des années. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que ça aborde quand même plein de sujets très différents. Mmh. Et notamment la différence de classe. Et je trouve que, en fait, ce qui est surprenant, c'est que je m'attendais à ce que ça ait beaucoup vieilli, que ce soit vraiment complètement dépassé. Et en fait, il y a quand même des choses très intéressantes. D'abord, dans l'écriture, c'est très drôle. Il y a des punchlines, notamment Arnold, il balance des trucs qui sont vraiment très drôles, qui marchent encore très bien. C'était une très bonne comédie. Mais autant en français qu'en anglais en plus. Ouais. La traduction était quand même très bonne, bien adaptée. Moi, j'ai regardé qu'en français, j'ai jamais regardé en VO. Et même quand je l'ai re-regardé là pour le podcast, j'ai re-regardé en français parce que j'avais envie de retrouver
retrouver ce que je voyais moi dans mon enfance. Et non, ouais, c'est intéressant et je trouve qu'il y a même, en fait, ce qui est marrant en fait dans cette série-là, c'est que c'est une série où tout le monde cherche à s'extraire de sa classe sociale. Et en fait, le personnage de Monsieur Drummond est très intéressant aussi parce que lui, en fait, il essaye aussi de sortir de sa classe sociale très privilégiée. Et en fait, lui, il vient d'une famille riche. Et il y a sa mère qui lui impose des codes, qui lui impose une façon d'être. Et lui, en fait, il a pas du tout envie d'être comme ça, quoi. Et donc, c'est quand même intéressant, c'est de voir ces deux gamins qui s'extraient de leurs conditions difficiles. Mais c'est aussi Monsieur Drummond qui va découvrir un nouveau monde, qui va découvrir des nouvelles personnalités et qui est presque un peu comme nous. Et qui va apprendre à gérer ces deux enfants. Et en fait, je trouve ça vraiment bien fait. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a accompagné toute mon enfance, parce que ça abordait vraiment plein de sujets de manière hyper intelligente, certes naïve, mais malgré tout, ça parlait de vrais sujets. Et voilà, donc j'étais très content de les revoir, vraiment. Il y a des épisodes qui sont moins bien et tout, mais par exemple le pilote, je le trouve hyper qualitatif, quoi. Il y a parce que c'est quand même pas simple, hein, de tout d'un coup d'introduire ces deux enfants dans ce monde et sans faire de maladresse, sans faire de. Et en fait, le personnage, c'est surtout Arnold qui mène le jeu. C'est vraiment très drôle, quoi. Les punchlines qu'il balance, moi, des fois, j'étais mort de rire, quoi. Et alors que je m'attendais vraiment à avoir un humour un peu pourri, un peu débile et tout. En fait, pas du tout. Et je me dis qu'il y avait quand même une écriture de sitcom qui n'avait rien à envier à certaines sitcoms qu'on a pu aimer plus tard. Et voilà. Donc j'étais vraiment surpris. D'ailleurs, vous pouvez voir tous les épisodes sur Dailymotion gratuitement. Parce qu'il est par ailleurs. Et vous verrez. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à pas passer forcément un bon moment, et en fait je me les suis enquillés et j'étais mort de rire, en fait. Donc je vous conseille vraiment de vous replonger dedans, parce que c'est une belle série, et vraiment ça m'a fait plaisir de me replonger dedans, d'y repenser, et depuis je n'arrête pas de chanter le générique dans ma tête tout le temps. C'est un enfer, par contre, parce que ça va être la même chose avec le générique qui va suivre. Ouais, et on va rester dans le côté j'avais juste une question. Est-ce que vous savez quel est le prénom de Monsieur Drummond? Parce qu'en fait c'est Monsieur, du coup. C'est Monsieur. Ouais, moi je pensais que c'était Monsieur aussi, et en fait après des grandes recherches, j'ai trouvé qu'il s'appelait Philippe. C'est très décevant comme information. Non, pas ce Philippe-là. Je sais où tu te caches. Je venais de l'accrocher. Alors, donc on va rester du côté des génériques qui restent en tête et justement du discours sur les classes américaines. Une classe un peu plus, on va dire... moyenne. Alors, on lance le truc. On voit ceux qui connaissent, hein. C'est pas le même genre de famille. Voilà, donc Elodie, tu as choisi donc Malcolm in the Middle, donc juste Malcolm en France. Ouais, parce que la vie est injuste, c'est le résumé de ma vie, donc ça me parlait bien. Et Malcolm, c'est peut-être la série que j'ai le plus regardée, déjà parce que c'est hyper facile à regarder, parce que c'est perpétuellement rediffusé, et c'est probablement la première série qu'on a vraiment suivie en famille avec mes parents et qu'on a tous aimé, parce qu'il y a des séries qu'on a tous regardées et on se finit par se foutre sur la gueule parce qu'il y a quelqu'un qui a la télécommande et qui ne veut pas la lâcher, et les autres souffrent. C'est une série qui a été diffusée de 2000 à 2006 sur la Fox, et chez nous c'est arrivé comme d'habitude un an plus tard, d'abord sur M6 et puis après... Un an plus tard, Arnold et Willy, c'est 10 ans plus tard, donc... Oui, autre époque, voilà, vous êtes vieux, merci de le souligner. Ah oui, Merci Elodie, je le pensais très fort. Avec plaisir. C'est toi le genou. Et en fait, c'est une série qui est toujours actuellement rediffusée, elle est toujours en ce moment sur Gulli, donc... Elle est sur Disney+, aussi. Ouais, bon, merci de m'avoir spoilé la fin de mon truc, mais c'est pas grave. Ah bah écoute, t'as traité de vieux, moi je te spoil tout, hein. Donne-moi ton téléphone.
Et j'imagine que tout le monde connaît la série, mais bon, comme Mathieu est né il y a 3 jours, pardon. je vais résumer. J'ai Disney+, moi, madame. Comment elle t'a jeté sous les rails, quoi. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. Elle se met à dos les vieux, les jeunes. Tout le monde prend. Et donc on y suit Malcolm, donc qui est joué par Frankie Muniz, qui a surtout fait ça, et puis après il a fait de la voiture, voilà, et il a un peu arrêté de jouer. Et il est dans un clip, le dernier clip des Hanson aussi, pour information. Et puis il a joué un gourou dans The Rookie, voilà. Oui. Il fait des petites apparitions. Waouh, celle-là je l'ai pas. Ok. Ok, très bien. Bon, voilà, je note. on note. Et donc Malcolm, donc c'est un ado surdoué qui vit dans une famille qui l'est pas du tout surdoué pour le coup, et ils sont même complètement timbrés, on peut le dire, puisque Malcolm il a 3 frères, du moins au début, voilà, puisqu'on a l'aîné Francis, celui qui est censé être la voix de la Spoiler. sagesse. Mais c'est une voix de la sagesse qui est un peu bourrée quand même. Hein. C'est celle que vous écoutez à 4h du matin alors que vous ne devriez pas. On a le deuxième frère, c'est Reese, qui possède un Twix à la place du cerveau. Hein. C'est un peu le délire. Et puis c'est le stéréotype du bully un peu, quoi. Et puis on a le petit frère, Dewey, c'est le préféré de tout le monde. Parce que c'est une petite tête d'ange, mais manipulateur, sadique, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas l'engueuler, il est vraiment trop mignon, Dewey. Et puis on a les parents, on a donc Al qui est joué par Bryan Cranston, et c'est dans cette série que je l'ai découvert pour la première fois. Autant vous dire que maintenant, quand je le vois dans Breaking Bad ou dans Your Honor, je l'imagine toujours en train de... C'est l'origin story de Breaking Bad, en fait. C'est ça. Et donc maintenant, je l'imagine toujours en train de faire du patin à roulettes dans un costume à paillettes. Et de la course rapide aussi. Et de la course rapide. avec La marche rapide, ouais. C'est ça. Et puis on a Loïs, donc, qui est la maman tornade, complètement débordée, qui ne fait que hurler pendant 20 minutes d'épisode. Et en fait, le thème, donc, c'était de trouver une série qu'on regardait quand on avait 10 ans. Mais en même temps, si le thème, ça avait été de choisir la série qui nous a fait le plus rire, en fait, je pense que j'aurais eu la même réponse. Et même aujourd'hui, je pense que j'ai pas vu une seule série qui m'a fait plus rire que Malcolm. Après, j'aime pas les comédies. Oui, tu ne regardes pas tant que ça non plus. Donc je n'aime pas rire. Je C'est suis une vrai personne qu'on rit pas beaucoup dans les trucs de serial killer, comme. Donc, ça dépend. Tu sais pas. C'est ça. Alors pourquoi c'est toi, drôle? ça te fait rire, mais. Oh là là, c'est juste que vous avez mauvais goût. Alors pourquoi c'est drôle, Malcolm? Déjà parce que c'est une série qui parle à tout le monde. Il y a forcément un personnage dans lequel vous vous retrouvez, et ce personnage peut changer à mesure que vous vieillissez. C'est rempli de situations du quotidien, et même si la plupart du temps c'est poussé à l'extrême, ça part toujours d'un moment vécu. Pour preuve, cette scène qui est devenue un mème et que tout le monde connaît, c'est Al qui rentre chez lui. L'ampoule est grillée, il va chercher une ampoule neuve et il s'aperçoit que l'étagère se pète la gueule. Du coup, il va chercher un tournevis, mais le tiroir grince. Du coup, il va chercher du WD-40, mais la bouteille est vide. Du coup, il va au magasin, mais sa voiture fait un drôle de bruit. Du coup, il la rentre au garage. Et dans un plan magnifique où Al est sous la voiture, le moteur sorti, Loïs rentre, demande à Al s'il peut changer l'ampoule, et Al gueule. Tu vois pas que c'est pas ce que je suis en train de faire, merde! Et donc, cette scène, elle dure très exactement 42 secondes, j'ai vérifié. Ouais. Et elle résume parfaitement un moment que chacun d'entre nous a déjà vécu. Et en fait, c'est ça, Malcolm, c'est plein de cold open comme ça, qui sont très très courts, mais qui sont hyper efficaces et réalistes, et qui restent gravés à tout jamais dans notre esprit. Et puis, quand on est gosse, on se souvient aussi de toutes les conneries que les garçons font et qu'on aurait aimé quand même faire. Perso, moi, c'était la catapulte avec les couches sales, mais voilà, chacun ses délires. Même quand on est adulte, on a envie de tester ça. Hein. La cacapulte. La cacapulte. Ah, c'est la cacapulte? La cacapulte. Non, ça ne marche pas. Non, ne faites pas ça. Oui. Mettez le feu à la couche, par contre. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Boulet de canon. Et outre le côté comédie très efficace, c'est aussi une satire très juste de la société américaine, puisque la série aborde très souvent la thématique du travail, avec Loïs qui bosse dans un supermarché, et elle est très souvent mise en scène en train de faire un job aliénant, avec un patron libidineux et complètement con, pour un salaire de misère. De l'autre côté, on a Al, qui, en fait, on le voit pas vraiment au travail, mais on sait juste que c'est le genre de job où il fait beaucoup d'heures et qu'il rentre totalement lessivé, et donc du coup... c'est le genre de papa qui essaye d'être Mais j'ai jamais compris ce qu'il faisait comme boulot, en fait. Non, mais on le sait pas. Ouais, je crois que lui non plus, il sait pas. Hein. Non, il part avec son attaché case, il rentre le soir, et puis entre les deux, je sais pas. Il espère ne pas être viré. C'est ça. Et puis, évidemment, donc, sur les 7 saisons que compte la série, on va aborder plein d'autres thèmes, la santé, la vieillesse, l'immigration, le système scolaire, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, on va aborder à peu près tout ce qui compose la vie d'un Américain de la classe moyenne, et tous les thèmes vont y passer.
Et même si on se souvient surtout du côté très fun de la série, des crises de colère impressionnantes de Loïs et de certains gags gravés à jamais dans notre mémoire, c'est une série qui est aussi remplie d'amour avec des personnages qui, même s'ils passent leur temps à se hurler dessus et à se tirer dans les pattes, ils sont tout de même une famille soudée qui n'hésitera jamais à faire l'impossible, et souvent le plus stupide quand même, pour défendre les siens. Ils sont tous dans le même bateau, c'est un bateau qui coule, certes, mais ils couleront tous ensemble, juste pour le principe, et ils vont se défendre coûte que coûte. Et en fait, c'est une sitcom qui a un peu révolutionné le genre à l'époque, déjà parce que le personnage de Malcolm brise le 4e mur, et c'était encore assez rare à cette époque, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des scènes où il s'adresse directement à nous, le spectateur, et ça changeait assez des standards de l'époque, parce que aussi, donc, on avait le personnage principal qui était aussi narrateur de l'histoire, en plus de s'adresser à nous directement en faisant des regards caméra. Et puis, même au niveau de la réalisation, ça changeait des standards parce que c'était une réalisation qui était beaucoup plus soignée que les sitcoms de l'époque. Il y avait un montage très rythmé, beaucoup d'effets de bruitage, très cartoonesque. Et puis, l'action se déroule à plein d'endroits différents. On n'est pas cantonné au salon ou à la cuisine comme on a dans beaucoup de sitcoms où on voit que c'est un décor en carton et on quitte jamais vraiment la maison. Là, on était aussi bien dans la maison que dans le supermarché, qu'à l'école, qu'à l'extérieur. Et en fait, Malcolm, c'était aussi l'une des premières sitcoms à ne pas utiliser de rire enregistré. Et c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime beaucoup, parce que ça me gonfle, les rires enregistrés. Petit fun fact, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Tiens. Aaron Paul avait auditionné pour le rôle de Francis. Il faudra attendre un peu pour Et Origin Story, encore une fois, hein, donc on n'était pas loin. C'est ça. Tu sais il existe un clip qui a été remonté pour expliquer que Breaking Bad, c'est... Oui. C'est facile. Bah oui. Bryan Cranston a fait presque toutes ses cascades. Il a, du coup, effectivement, appris à faire du patin à roulettes. Du coup, c'est vraiment lui qui a fait son petit numéro sur le parking, là. Et c'est aussi lui qui a vraiment été recouvert de plus de 10 000 abeilles pour un sketch. Parce qu'à un moment donné, on est juste venu le voir, on dit « Hey, ça te dirait d'être recouvert de 10 000 abeilles sur le toit ?» On dit « Ok. » Des abeilles. Oui, des abeilles. Ah, des abeilles, oui. Des abeilles, parce qu'elles font bzz, bzz. D'accord. Et voilà. Il s'est fait piquer une fois, ça va. Avec 10 000, c'est une fois, ça va. Ça va. C'est un mec On s'en sort bien quand même. Ouais. Et puis jouer au loto. Et du coup, tu parlais de noms mystérieux, Olivier. Pour Malcolm aussi, en fait, on n'entend jamais le nom de famille de Malcolm, mais en vrai, on le voit quelquefois. Est-ce que vous le connaissez, le nom de famille de la famille de Malcolm ? Bien joué, Wilkinson. Wilkerson, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque en fait, ils ont 2 noms. Il y a Wilkerson qui se retrouve sur quelques trucs notés, sur les cahiers, les trucs comme ça. Mais en fait, officiellement, il s'appelle No Last Name, donc pas de nom. Ils se sont pas fait chier, parce qu'effectivement, dans les scénarios, ils étaient marqués comme ça, et dans le tout premier épisode de Malcolm, on le voit marqué quelque part, juste parce que de toute façon, ils ne savaient pas quoi marquer à la place. Donc, Non, il n'y a pas de nom non plus. il n'y a pas de nom. Et donc Malcolm, comme par chez nous, ça a été diffusé pendant très très longtemps. Et en fait, pour la dernière saison, ils ont changé la case horaire de Malcolm pour donner la place à American Dad. Et donc après, c'est ça qui donnera le carré animation de Fox, avec en plus de American Dad, on aura les Simpsons, King of the Hill et Family Guy. Donc voilà, Malcolm a créé la voix de la petite soirée comédie un peu potache, crado. Ouais, de la classe moyenne, quoi. C'est ça. Et pour finir, en fait, j'ai pas parlé de Baby Jamie qui apparaît à la fin de la série. Et si Baby Jamie il arrive, c'est parce que en fait, Jane, genre je sais pas prononcer son nom, Jane Kasmike, celle qui joue Loïs, quoi. Eh bien, elle était vraiment enceinte dans la vraie vie, et donc du coup, ils ont décidé de présenter le nouveau personnage de Baby Jamie pour qu'elle puisse continuer à tourner dans la série. Voilà, donc c'est Malcolm, c'est ma petite série préférée, ma petite série doudou, et comme tu disais, donc elle est disponible sur Disney+, en intégralité, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et pareil, moi c'est une des seules séries que je regarde toujours en VF, parce que je l'ai connue comme ça, et que du coup, connue comme ça, c'est hyper compliqué de du coup passer à de la VO, et je trouve que ça fait partie de ces séries qui sont ultra bien doublées. Effectivement. Alors, là, on va partir, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que comme on disait, c'est le bébé. Donc... Baby Jamie. Tu sais que ma réplique préférée de Malcolm, c'est « Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves ». Moi, c'est pipou, pipou, pipou. Oh, t'es mignon. Ah, voilà.
Les seules paroles que tout le monde connaisse. La la la. La 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 la. Alors, j'ai mis la version française parce que je pense que c'était en français que tu le regardais, mais je pense que tu sais qui chante ça en version anglaise quand même. J'ai oublié, je l'ai su un jour. C'est le groupe Simple Plan. Mais oui. Bah voilà, on en apprend tous les Voilà. jours en faisant du podcast. Donc voilà, Simple Plan, voilà, qui est un groupe canadien mais francophone, Oui. je pense. Chanter la version originale, mais pas là, pas en français là, parce que là c'est traduit, mais alors, limite littéralement. Donc Mathieu, Scooby-Doo, enfin quoi de neuf Oui. Scooby-Doo? Si vous pensez que je vais faire une critique sociale et hyper approfondie de Quoi de neuf Scooby-Doo, vous êtes trompé de podcast parce que ça m'arrive de temps en temps, mais il faut écouter tous les épisodes de Monsieur Serial Friends pour en trouver un. Je pense que je l'ai fait une fois. Ouais, c'est vrai. Mais ça Mais sera là, pas le pas. cas aujourd'hui parce que je prépare toujours qu'à moitié. Mais je vous promets, je vais essayer d'être intéressant. Merci. Quoi de neuf Scooby-Doo, je pense que c'est la série que j'ai le plus vue de ma vie. Après Once Upon a Time, je devais le caser. Et Point. Alors, il faut savoir que ça fait quelques années que tu es là, et Once Upon a Time, je pense qu'il est cité à chaque fois. oui, mais je fais exprès. Parce que je sais que tu adores cette série. Et C'est ouais, pire j'ai fondé. vraiment grandi avec Scooby-Doo. Je pense que je la regardais tous les matins avant d'aller à l'école. Et s'il fallait arriver en retard à l'école pour terminer pote de Scooby-Doo, aucun souci, je le faisais. Ça explique bien des choses. Et oui, je suis désolé. Violence. Et mais finalement, même si je la regardais quand j'étais en primaire, Scooby-Doo m'a jamais vraiment quitté. D'abord parce qu'à chaque fois qu'une série Scooby-Doo se termine, une nouvelle arrive et du coup je jette toujours un œil pour voir si elle m'intéresse. C'est souvent le cas, des fois non. Oui. Mais donc celle qui a suivi ne m'a pas intéressée, mais je vais Voilà. aussi vous parler de Scooby-Doo Mystère Associé, qui est très différente de l'extrait qu'on vient de voir. Pourquoi est-ce que j'adore Scooby-Doo ? Parce que c'était une série formule, les épisodes duraient toujours 20 minutes, on retrouvait toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes scènes, le cas de la semaine, le générique qui est incroyable, et que vous chantez, j'espère. Après, ils arrivent dans une nouvelle ville où tout le monde est blanc et tout le monde fait un petit peu peur, donc la vraie vie quoi. Juste derrière, on rencontre des nouveaux personnages qui font très très peur et en général, ils sont capitalistes. Ils enquêtent, ils sont attaqués par le monstre qui des fois fait peur, des fois non. Scooby-Doo à l'Assemblée nationale. C'est ça, vraiment bon concept. On a bien eu Scooby-Doo et Batman il y a pas longtemps, donc pourquoi pas. Ouais. Ils trouvent une première solution, c'est pas ça. Du coup, Fred tend un piège. Fred se loupe parce que Fred est un gros débile. C'est vrai, Fred est un gros débile, je pense qu'on peut, on peut dire ça. Je dis pas ça parce qu'il est blond, c'est pas vrai, j'aime beaucoup les blonds. Je suis pas bon. ça. Une course-poursuite qui se passe souvent dans un couloir où il n'y a pas de porte et c'est souvent sans fin et je trouve ça très drôle. Beaucoup de slapstick et puis ça se termine par une solution et bande de petits fouineurs et là c'est la fin et vous pouvez aller à l'école et c'est merveilleux. Quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit je vais quand même revoir un épisode parce que je suis à peu près pro. Le problème c'est que je me suis tapé les 3 saisons en 2 jours. Voilà. C'est pour ça que mon cerveau est un peu grillé. Mais vraiment, Scooby-Doo, c'est le mélange parfait entre de l'humour gentil qui fait du bien et des enquêtes qui sont vraiment pas bêtes parce que même si vous le regardez en tant qu'adulte, vous allez chercher qui est le coupable et souvent, vous allez vous tromper. Mais c'est très 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 logique. Et ce que j'aime aussi, c'est que finalement, tous les personnages ont un rôle à jouer dans cette enquête et apportent une partie de la solution. Fred, c'est en se loupant, souvent ça aide. Daphné, on peut penser que elle est bête et prétentieuse et très superficielle, mais c'est pas le cas. Plus on regarde les épisodes et plus on avance dans les séries, plus son personnage sort de cette facette très misogyne finalement, pour devenir un personnage complexe que j'adore. Déjà parce qu'elle m'a appris plein de choses sur la vie, comme toujours avoir une trousse de maquillage et une paire de chaussures en double dans son sac. Très important. Mais aussi à faire preuve d'esprit et réfléchir. Et si on vous attaque et il faut mettre un gros high kick dans la gueule du monstre, faites-le. Ça peut vous sauver la vie. Vera, c'est celle qui est très cartésienne et qui croit à la science. Et je pense que dans l'époque à laquelle est sorti Scooby-Doo, dans les années début des années 70, ça a été très important d'avoir un personnage comme ça, et qui a vraiment très très bien évolué, jusqu'au point où les gens ont fait des fanfictions lesbiennes, et finalement maintenant elle est lesbienne, alors bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes.
Mais surtout, Scooby-Doo, c'était la série qui vous apprenait que même si vous comprenez pas toujours la vie et tout peut sembler compliqué, il y a toujours une solution à trouver parce que le monstre, c'est toujours un méchant capitaliste derrière un masque. Et avec un peu de bonne volonté et en étant bien entouré, vous pouvez y arriver. Donc, voilà. Et puis quelques années plus tard, il y a Mystère Associé qui a débarqué. Et là, c'était très différent. J'aimais vraiment pas beaucoup au début, parce que déjà l'évolution graphique est assez spéciale. Et je pense que j'étais tellement attaché à l'apparence des premiers personnages que ça a été compliqué. Mais plus je la vois, plus je l'aime, parce que les personnages, ça a toujours été des ados qui se comportaient finalement à peu près comme des adultes. Et là, c'était vraiment des adolescents. Bon, certes, ils cherchent des théories du complot et ils mettent des shérifs en prison, mais ça restait des ados avec des problèmes d'ados. Donc c'est à cette période-là que j'ai regardé et ça m'a beaucoup intéressé. L'univers est très différent, c'est glauque, c'est très référencé. C'est là que j'ai appris ce qu'était Twin Peaks. Et pour moi, Twin Peaks a tout copié à Scooby-Doo. Je suis désolé. Oh la vache. Faut le dire. Quand on parle de ça, quand même. Alors moi, je me désolidarise complètement. Ouais, Regardez, là, dans la ça, saison c'est- 2, il y a un Après, Il y a des limites à pas franchir non plus, quand même. ouais. J'ai regardé Twin Peaks grâce à Scooby-Doo et l'épisode de Scooby-Doo C'est une- sur Twin Peaks. C'est une très, porte très d'entrée bien. comme une autre. Hein. Bah, Oui, non, mais je suis écoutez, d'accord, mais- chacun sa culture, arrêtez de juger. From Scooby-Doo to Twin Peaks Real Quick. Hein. Là, c'est ouf. Ouais. Deux salles, deux ambiances. Mais surtout, la grosse différence qu'il y a avec cette série, c'est qu'elle devient feuilletonnante. Et c'est une des premières fois que ça arrivait dans Scooby-Doo. Ouais. À part dans les 13 fantômes de Scooby-Doo, que les plus vieux d'entre vous connaissent peut-être, moi que je trouve profondément chiante. Voilà. Notamment parce que Flam Flam et Scrappy, c'est pas possible. Mais non, mais Oh, Scrappy, mais il est Scrappy, bien. trop bien. Scrappy-Doo. Non, Ah vraiment si, pas. si, si. On va le faire. Non, mais on va faire un vote. Tu me permets Prenez ça d'une personne insupportable, Scrappy est insupportable. Non, on va faire un vote. Scrappy-Doo, donc vous voyez à peu près le petit. Voilà. Qui est pour Scrappy-Doo? Il est petit, il est chiant, il fait pipi sur Daphné. Bon, Merci. voilà. Voilà. Sinon, c'est trop lisse. Voilà. Au moins, Scrappy Scrappy-Doo, il président. sait parler, lui, parce que Oui, Scooby-Doo, mais il parle Scrappy, pas à très cause bien. de Scrappy Scrappy-Doo, président. il n'y a pas Fred et il n'y a pas Vera. C'est pas Ah grave. ben justement, il y a Scrappy. Mais c'est de la merde, non. Oh là là. Et en fait, c'était peut-être la première série que je découvrais qui était feuilletonnante. Et c'est ça qui m'a introduit à la série feuilletonnante. Et les twists étaient vraiment bons, il y avait des vrais cliffhangers. Et François diffusait plutôt bien la série parce qu'en général, le lendemain, vrai. on avait la suite. Ce qui ne m'est jamais arrivé avec les Cités d'Or. Et je ne peux pas vous raconter les Cités d'Or parce que j'ai rien compris. Finalement, ce qui je trouve très réussi avec la série, c'est qu'elle garde tout ce que je vous ai dit de Scooby-Doo, tout ce que j'aime de Scooby-Doo, mais qui rajoute des choses. Elle est bien plus sombre, les personnages sont plus profonds, ils évoluent au cours de la série, ce qui n'était pas le cas des anciennes séries Scooby-Doo. Et par exemple, Vera elle a des crises existentielles parce que finalement, il y a des phénomènes surnaturels qui sont peut-être vrais, et ça la met très mal jusqu'à se désolidariser du groupe. C'est long comme mot. Oui. Et voilà. Enfin, en conclusion, je pense que ça mérite le coup d'œil. Si vous voulez replonger dans Scooby-Doo avec quelque chose d'un peu plus adulte, ça serait intéressant. Et aussi regarder les films live parce que certes ils sont nuls, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. D'accord. Et si vous aimez Scrappy, bah voilà, regardez. J'ai l'impression d'avoir bugué. Ça dit, certes, ils sont nuls, mais ils sont bien. Oui, Mais il y vraiment. a Sarah Michel Gellar. Voilà, il y Oui, a non. Sarah Regardez, Michel Gellar qui fait du Ça, c'est- karaté. ça, c'est pas Donc, mal, à partir de là, Ouais. voilà. Donc, C'est vrai que t'as pas besoin d'autres arguments à partir Non. de là. ouais. Ça suffit Et amplement. si je peux rajouter un dernier petit truc, Ouais. c'est que c'est, je pense, important de regarder des séries d'animation, notamment des Bien séries sûr. comme ça qui ont marqué. Surtout que Scooby-Doo, ça continue aujourd'hui, mais c'est un peu en danger parce que Warner Bros. A vite fait tendance à annuler, même en cours de production, leur série d'animation. Et c'est comme ça qu'en 2 mois, tous les projets Scooby-Doo qui sortaient, ils étaient au nombre de 3-4, ont été annulés. Et maintenant, on n'a plus aucune nouvelle de ce que va devenir la franchise. Alors certes, elle va revenir, mais on ne sait pas comment. Parce que la seule chose qui reste, c'est la série Velma, donc sûrement Qui est une Vera en horreur. français, qui est une horreur et une bouse infâme. Et j'ai peut-être vu 500 séries dans ma vie et je la classe facilement dans le top 7 des On peut pires choses que retrouver j'ai d'ailleurs dans un épisode, tu en parles. voilà. virulement. Oui, oui, avec beaucoup de virulence. Visiblement. Voilà. Alors, je sais plus, voilà, on me traitait de vieux. C'est pas avec ça que ça va aider, hein, parce que ben, c'est mon tour. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. C'est le running gag Et le générique qui est dans son jus.
Voilà, donc Ça a Sauvé l'air par le Gong. génial. Il y a des biceps, j'adore. Ouais, bah écoute, je te passerai les épisodes. Mario Lopez, oui, effectivement. Alors, bon, qui est aussi vieux que moi ici? Qui a regardé Sauvé par le Gong, surtout, parce que bon, T'as voilà. pas dit ton âge, hein. Non, ça se demande pas, ça. Je vais bientôt avoir 40. Voilà, je l'ai dit. Ça se devinait sur ta tête. Bravo. Et ça se met sur sa tête. C'est normal, tu me fais vieillir très vite. Bon, donc Sauvé par le Gong, en fait, au départ, je m'étais dit, c'est la première version qui m'avait pas mal accompagné dans mon enfance, mais de ce que je retiens de cette série-là, c'est la seule saison qui a été la plus courte, en fait, 19 épisodes. Parce que pour avoir regardé Sauvé par le Gong de 89, c'est difficile. Ah, c'est horrible. C'est- C'est voilà. regardable. Oui, non, c'est vraiment très très difficile. Par contre, celui-ci, moi, c'est une série sur laquelle je reviens quand même assez souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté sitcom qui se prend pas au sérieux du tout par rapport à avant. Il n'y a pas le côté moralisateur, il y a le côté... Ils s'amusent entre eux, surtout après le premier épisode, où on a un côté limite cartoon. Dedans, on sent qu'ils sont vraiment dans un délire absolument merveilleux. Ça va même se terminer par un téléfilm qui est le mariage de Zach et Kelly à Las Vegas. Quoi ? Le spoil ? T'as pas Ah, honte ? La ça date de prescription, 93, s'il te plaît. Je pense que le spoil, là, ça a 30 ans, donc c'est bon. Au bout d'un moment, stop. Alors, Sauvé par le Gong, je ne sais pas si vous le saviez, mais au départ, c'était pas ce nom-là pour la série. C'est pas donc Saved by the Bell, c'était un autre nom. Qui connaît justement le projet d'origine sur NBC? Personne? Donc ça s'appelait Bonjour Miss Bliss. Voilà. Parce que... Heureusement qu'ils ont changé de titre. Hein. Alors pourquoi? Parce que donc un des créateurs, qui était Brandon Tartikoff, qui était le président de NBC de l'époque, s'est dit je veux une série qui se passe dans une école avec une prof sympathique et des élèves sympathiques. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Disney a dit c'est pas grave, nous on le reprend. Ça n'a pas marché. Et donc ils ont fait revenir tout le monde. Ils ont dit on va faire autre chose. On dégage Miss Bliss et on garde juste en fait les élèves. Et ils ont utilisé une pirouette scénaristique pour dire que ils viennent d'une école. En fait, ils ont été transférés dans une autre, donc qui était Bayside. Voilà. Ils ont gardé tous les personnages sauf donc Miss Bliss. Et ici, il y a eu 4 saisons. Et 2 téléfilms pour Sauvé par le Gong. Et celle-ci, c'est, on va dire, la suite, parce qu'il y a eu la nouvelle école, enfin les nouveaux élèves, où il n'y avait personne de connu, et on les détestait tous. Par contre, ici, on se retrouve avec Zach, Kelly, Screech, Slater, et des nouveaux, hein, donc Jessica, et aussi... je vais reprendre les noms, parce que je ne les ai plus ici. Oui, voilà, et Mike aussi, Alex et Leslie. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la série de base s'est terminée avec Jesse et Lisa Tortue qui n'avaient pas re-signé. Et donc ils ont dû trouver une autre pirouette en engageant une autre personne pour compléter la 4e saison. Et c'est pour ça que dans cette série-là, on ne les retrouve pas. On verra juste Lisa Tortue pendant un épisode. On verra Monsieur Belding, qui était le proviseur, on le verra rapidement, histoire de faire un petit caméo. Mais ça se base surtout sur les trois garçons, les 3 filles qui vivent dans à la même fac. Et c'est les amourettes, c'est le côté politique. Il y a plein de choses très, très sympathiques derrière. Oui, il y a de la politique dans Sauvé par le Gong. C'est fou, mais c'est comme ça. Il y en avait pas mal. Et donc, moi, j'ai choisi ça parce que, je les re-regarde en ce moment. C'est vraiment très drôle. Et alors, le spin-off, comme je disais, voilà, c'est terminé avec ceci. Et il faut savoir que quand les Bonjour Miss Bliss ont été rediffusés à l'époque, avant les 13 épisodes, parce qu'il y a quand même eu 13 épisodes, il y a Marc-Paul Gosselaar qui faisait un speech pour dire que c'était avant le tout, ils avaient changé le générique, et ça, en fait, c'est comme une espèce de spin-off de spin-off, encore une fois, dedans. Bref, moi, je conseille de regarder Sauvé par le Gong, ça fait bizarre, mais bon, parfois un peu de légèreté dans tout ça, je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc ici, je ne demande pas qui a regardé Sauvé par le Gong, parce que, Non, moi, j'ai beaucoup de mal à revoir, là. Toi, t'as jamais regardé ? Ah si, moi j'ai Ah oui. regardé. ok, d'accord. T'as du J'ai mal à revoir. regardé. Mais celui-là, c'est le seul la qui... première marche version encore. est horrible. Hein. Enfin, Oui, franchement. puis quand tu sais ce que Screech est devenu après, Oui.
Ok. Enfin, Arnold et Willy, c'est pareil. Si on va là-dessus, ils sont tous devenus drogués, ils ont tous fait des films érotiques, des trucs, et après ils sont morts. Donc, effectivement, là tu peux pas battre Screech pour le coup. C'est le résumé de la vie. Tu nais, tu drogues, tu meurs. C'est le principe de la télé, quoi. C'est de prendre les gens, de leur faire un succès, et après de les mettre à la poubelle. Ouais. Oui. Et de les tuer vraisemblablement. C'est vrai que c'était le problème de Screech, c'est que c'était un personnage qui était, on va dire, enfermé dans son personnage de pote nerd, et naïf, gentil, mais en fait il avait toujours ses petites mimiques. Et c'est vrai que c'était poussé à l'extrême, même si vers la fin ils essaient de faire quelque chose un petit peu plus nuancé. Mais oui, le pauvre là-dedans, c'est qu'il était enfermé dans ce rôle-là, comme beaucoup ont été enfermés dans leur rôle, et ça peut avoir des petites répercussions. Alors, j'avais une question justement là-dessus par rapport à Slater. Donc, vous savez qu'on l'appelle Slater, juste Slater, mais c'est AC Slater, donc A.C. Slater. Mais quels sont ces deux prénoms? Non, personne? Parce qu'en fait, on ne l'apprend jamais, si ce n'est dans cette série-là. C'est Albert Clifford. C'est nul. Voilà. C'est pas vraiment un nom de BG, ça. Tu préfères AC. Le gars, il s'appelle Slater, il fait de la lutte et tout ça, c'est le beau gosse, et puis Albert Clifford. Ses parents devaient pas beaucoup l'aimer, ou alors il était très moche à la naissance. Je sais pas. Je sais pas, Clifford, déjà, moi, c'est le nom du chien, donc... Oui, mais c'est pas un chien. Enfin, quoique, je sais pas. Donc voilà, comme ça, vous aurez cette petite connaissance-là qui ne sert à rien du tout. On aura appris plein de prénoms et de noms aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas terminé, je pense. Je crois que c'était le fil rouge du podcast. Il y a plein de prénoms, voilà. Donc, on va passer sur une autre classe sociale. Ouais. Hein. Alors, il est là. C'est automatique en fait. Bon, je pense que la nounou d'enfer, tout le monde ici connaît. J'ai pas dit aime, hein, j'ai dit connaît. Je précise. On en a parlé donc dans un épisode spécial pilote, mais Sarah n'était pas encore arrivée. Et donc, Tout à fait. tu vas en parler à nouveau. Exactement. Alors moi, j'ai vachement hésité parce que, bon, évidemment, comme Olivier, on regardait tous plein de sitcoms, de séries à l'époque. Alors pour ma part, à 10 ans, c'était en 97. J'avais le choix entre Art les cœurs à vif, Notre belle famille et Une nounou d'enfer, qui m'avait quand même vachement marqué. Et c'est vrai que elle a quand même aussi atteint aujourd'hui un statut de série hyper culte. Donc c'est une série qui a été créée, qui est passée aux US, qui était faite par CBS, qui est passée de 93 à 99, et chez nous en France, c'est sur M6 qu'on l'a retrouvée dès 1995 à 20h10 tous les soirs de semaine. On avait tous probablement, je sais pas vous, mais moi j'avais ce rituel en famille. Soirs, tout le exactement. Temps. Et moi je me rappelais très spécifiquement que ça passait juste après le journal de M6, le 6 minutes, qui me paraissait durer 2 heures. Et effectivement, j'avais vraiment juste qu'une hâte, c'était d'avoir la petite page de pub et de retrouver Fran. Alors, donc, Une nounou d'enfer, c'est porté par Fran Drescher, qui est pour le coup le cœur vraiment de la série. C'est la créatrice, elle est productrice, elle joue dans la série. Et ce qui est assez fou, c'est que derrière le projet, donc c'est elle qui portait le projet toute seule, elle a été harcelée, l'autre co-créateur, donc Peter Mark Jacobson, jusqu'à ce qu'elle tombe sur lui lors d'un vol dans un avion, et elle l'a tellement saoulé qu'il a accepté du coup de bien vouloir écouter son projet, et ça a donné du coup cette série qui a duré pendant 6 saisons.
Et alors, elle campe le rôle iconique de Fran Fine, cette jeune juive trentenaire, hyper extravertie, qui habite dans le Queens à New York, et qui, dès le pilote, se retrouve à faire du porte-à-porte pour vendre des cosmétiques parce qu'elle vient de se faire larguer par son mec, qui était aussi son employeur, et donc elle se retrouve sans job. L'histoire est posée très vite, donc dans le pilote, mais même dans le générique que vous venez de voir. Donc elle rencontre Monsieur Sheffield, qui lui est un riche producteur de Broadway, très beau, veuf, père de 3 enfants, et qui, comme par hasard, cherche une nounou. Quand je vous disais daddy issues. Non, à peine. Et donc, il cherche une nounou et elle finit par, très vite d'ailleurs, elle convaincre de la prendre pour le job. Ce super générique qui reste dans la tête, un peu à la Hanna-Barbera, avec une chanson qui swing. Alors, je sais pas vous, moi j'ai mis des années à comprendre les paroles de ce générique. Je comprenais pas à l'époque que Elle c'était parle trop vite aussi. de l'anglais. Et je crois que c'est encore aujourd'hui le seul que je chante encore en yaourt, parce que c'est plus sympa de dire Wawa Chidoudou ou One John Sissi que les vraies paroles. Wawa Chidoudou. Bah oui, One John Sissi, voilà. One Jong. Exactement. Ce même générique du coup présente aussi très vite tous les personnages qu'on retrouve dans la série, donc Fran, Maxwell, les 3 enfants, Maggie, Brighton et Gracie, et surtout l'incontournable le majordome Niles, qui alors moi était peut-être le personnage favori de beaucoup. Et aussi l'associée de Maxwell, donc Sissy Babcock, insupportable, follement amoureuse de Maxwell et dont on avait juste envie de casser les rotules dès le 2e épisode. Il faut savoir qu'elle aime casser les rotules, en fait, Sarah. Oui. Donc si jamais vous avez besoin d'aide un petit peu pour casser des rotules à elle fait ça quelqu'un... par contrat en plus. Voilà. Donc, allez-y. Ok. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on retrouve aussi plein de personnages secondaires qui sont hyper drôles, et surtout dans l'entourage de Fran. Il y a notamment sa mère, Sylvia, qui est vraiment un personnage culte. Elle cherche juste désespérément à marier sa fille. Il y a un C'est la running mère juive, gag. quoi, vraiment, Voilà, c'est vraiment la mère juive par excellence. Il n'y a pas une seule scène dans la série où elle n'est pas en train de grignoter un truc. La relation qu'elle a avec son père, donc le père de Fran, qu'on ne voit pas du tout, je crois d'ailleurs, dans la série, est super drôle. Alors moi, ma favorite, c'est la grand-mère. C'est grand-mère Yetta. On la voit dès le 3e épisode. C'est une vieille dame super stylée. Elle fume comme un pompier. Elle est toujours trop maquillée, mais elle veut, je pense qu'elle a 80 piges ou 90 piges. Elle veut quand même continuer à se maquiller toute seule. Et chacune de ses interventions, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et puis il y a la meilleure pote aussi, Val, qui est l'éternel célibataire, un petit peu le boulet de service, mais qui accompagne un peu Fran partout, comme un gentil labrador. Alors moi, j'ai revu du coup pas mal d'épisodes en préparation de Podren. Donc moi, j'avais pas vu pour le coup Une nounou d'enfer depuis plusieurs années. Donc j'ai regardé pour la première fois en VO, et c'était un vrai choc, parce que alors déjà je m'attendais à trouver ça un petit peu cucu et gnangnan, et en fait l'humour est vraiment toujours aussi présent, même quand on a un regard adulte. J'ai réalisé à quel point la série aussi référençait énormément la pop culture, tout l'univers de Broadway, et cette espèce de milieu du théâtre. Moi à l'époque, Andrew Lloyd Webber, je pensais que c'était un mec qui n'existait pas, mais en fait du coup il existe. Et ce qui était aussi vachement drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de sous-entendus. Le petit Maxwell Sheffield, il était pas si innocent que ce que je pensais quand j'avais 10 ans. Et du coup, voilà, moi, ça m'avait fait super bizarre aussi de revoir Madeleine Zima. Madeleine Zima, c'est la petite qui joue Gracie. Donc la 3e de la famille, toute mignonne, et que moi j'avais revue dans une scène de Californication où elle couche avec David Duchovny et elle lui met une droite. Et donc j'avais gardé cette image en tête, et quand j'ai revu Une nounou d'enfer, ça m'a fait un peu chelou. En tout cas, c'était aussi hyper cool de retrouver tout un pan de la culture juive new-yorkaise dont on n'a vraiment pas idée, je pense, quand on est enfant. Et je crois que moi, un de mes trucs favoris, c'était vraiment les looks iconiques de Fran, qui vraiment étaient... Sa coiffure, quoi, déjà. Sa coiffure, mais c'était super. Je sais pas combien d'heures belle. il fallait pour sa coiffure, mais... Je sais pas, j'ai envie de croire que c'était naturel, tu vois. C'est beau de croire en ça. Tu crois qu'elle se levait comme ça, avec ce truc là au-dessus? Probablement. C'est Luc aussi, elle est née avec, c'est sûr. C'est la magie de la télévision. Elle est née avec? Oui.
Le jour de la naissance, t'imagines Princesse Ariane, Je vois ses cheveux, toujours ses cheveux. Donc voilà, donc évidemment, elle avait des looks vachement iconiques et ça revient beaucoup à la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a plein de comptes super sympas qui reprennent les looks de Fran. Ça permettait de régler quand même l'écran télé en couleur. C'était bien. Ah, c'est trop rouge là, je pense. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc moi c'est vraiment une série qui a marqué des années de mon enfance. Elle fait partie de ces séries que je regardais quand ça passait à la télé sans forcément suivre parce qu'il n'y avait pas de fil rouge. C'était aussi ça qui m'intéressait à l'époque puisque il y avait c'est juste une succession de personnages hyper attachants. Il n'y avait pas vraiment d'intrigue. Voilà, c'est juste des running gags entre Sissy Babcock et Niles, entre Fran et les hommes, entre Fran et sa mère, entre Fran et Monsieur Sheffield, entre Fran et sa grand-mère, ou encore entre Maxwell et Sissy. Et puis évidemment, les trois petits gamins qui ont chacun une personnalité aussi, alors que ce soit la petite qui est complètement névrosée, qui voit une psy dès l'âge de 6 ans, ou la grande super timide, qui va découvrir la féminité avec l'arrivée de Fran. Et puis le petit Brighton qui fait que des conneries constamment et qui est juste super drôle. Et voilà, on s'attache vraiment à tous. Et du coup, voilà, moi aussi j'ai une petite question. Prénom, forcément. On l'a même pas fait exprès en plus. Mais non, on s'est même pas concerté. Est-ce que vous savez, parce qu'on ne l'apprend que lors du dernier épisode, quel est le prénom de Sissy Babcock? Parce que Sissy, c'est... Alors il y a Parce que Clifford. Sissy, et c'est pas Coca-Cola. Centimètre cube. Non, personne. Ça aurait pu. C'est copie carbone. C'est original, c'est bien. Et ben c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est Chastity Claire. Donc voilà, un vrai prénom d'aristocrate. Ah, c'est ça, c'est beaucoup plus classe que copie carbone. C'est mieux que Copie Carbone. Je sais Copie pas. Carbone, c'était unique aussi. Et oui. Non, c'est Alors, pas puis ça facile à s'appelle porter. Clitorine aussi. Ouais. Clitorine Claire. Voilà. Je m'arrête là. Merci. Oui, s'il te plaît. Merci, Sarah. Alors, donc, comme je le disais, donc ça c'était la partie donc Monsieur Syrian Friends, mais depuis l'année dernière, donc juste après Podren, quand on était venu, on a lancé un format qui s'appelle Phase B, où on ne peut pas parler de séries, on ne parle que d'objets culturels, donc de musique, de cinéma, etc. Et on a une partie où on fait une playlist que l'on fait grandir depuis un an avec je sais plus combien d'heures maintenant de morceaux foutraques dedans. Donc chacun vient avec un morceau secret, on ne sait pas ce qu'a choisi l'autre. Donc attention, on a un peu de temps, donc je vais sans doute choisir parmi vous un morceau de quand vous aviez 10 ans. Donc vous avez vos téléphones ou quoi, essayez de vous souvenir, regardez votre année de naissance, comme vous voulez. Et il y a aussi un truc qui est très lié à Rennes et à Podren, c'est que le générique, c'est un monsieur David qui l'a réalisé. Et il va encore me traiter de petit con, mais voilà, je m'en fous. Merci David. Voilà. À la blague... Merci David, applaudissez-le. Bravo. Parce qu'en David se cache un Gérard Blanc. Ça, voilà, pour ceux qui ont la référence. Et à la base, c'était une blague. Il dit ne prends pas celui-là. J'ai pris celui-là. C'était Voilà. mal te connaître en même temps. Mais je trouve que ça reste en tête. Et puis maintenant, je ne peux plus le changer. Donc si tu veux le changer, dis-le. Hein, mais Non, il faudra non. chanter. Oui. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Hein. Bon, alors, les morceaux qu'on a choisis, je vais commencer. Je vais prendre dans l'ordre que je les ai ici, justement. Celui que j'ai choisi, qui était donc en 93. C'est bon, c'est pas moi, j'étais pas né. J'ai de la chance.
Et voilà, on est striké sur Twitch. Alors, donc ça c'est en 93, c'est Lenny Kravitz, c'est Are You Gonna Go My Way, qui est le single qui est sorti du même album éponyme. Et j'ai appris, justement, en recherchant un peu, de quoi ça parle. En fait, là, le bon Lenny se prend pour Dieu. Parce qu'en fait, la chanson, il parle en tant que « je suis Dieu, je suis Jésus », et il vous demande « est-ce que vous allez faire ce que je vous dis ?» Globalement, c'est ça. Moi, je fais ça tous les matins dans le miroir. Oui, mais voilà, Lenny, il le fait beaucoup. Hein. Quand il ne montre pas son pénis sur scène, il fait ça. Non, mais le pire, c'est qu'il est payé pour ça. Nous, on le fait, mais ça ne rapporte rien. Quoi. Mais à l'époque, il n'était pas beaucoup payé, parce que c'est dans ses premiers albums, hein, donc voilà, et il était dans le top 100, numéro 2, voilà, et puis il avait pas mal de récompenses. Et quand j'ai cherché, j'avais des choses qui me plaisaient bien, qui malheureusement étaient dans le top 100 de 93, mais qui n'étaient pas sortis en 93. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je prends autre chose. Puis quand on se dit tant pis, je prends autre chose, c'est que je prends Lenny Kravitz, ça va, il y a pire. Hein. Mais vous avez loupé du What is Love de Hathaway à un an près. Quel dommage. Voilà. C'est sorti en 92, mais il était en 93, donc tant pis, voilà, c'est comme ça. Bon. Ça, en tout cas, ça se retrouve dans la playlist Spotify et Apple Music et YouTube. Vous cherchez donc mixtape Phase B et vous retrouvez tous les morceaux dedans. Vous allez voir, il y a tout n'importe quoi. On passe du coq à l'âne, hein. Vraiment, c'est incroyable. C'est un grand écart permanent cette playlist. Hein. Ouais, vous pouvez faire de High School Musical à je sais Anna plus parler. Inch Nails. Oui, il y a Nine Inch Nails, puis il y a la Reine des Neiges aussi. Ouais, ça c'est moi, c'est étonnant, je sais. Par pitié, faites vos soirées sur cette mixtape En fait, et racontez-nous comment ça se passe. Et c'est la meilleure mixtape à écouter pour faire en sorte que l'algorithme de Spotify et Apple Music ne comprennent rien à ce que vous écoutez. C'est un acte militant en fait, cette playlist. On casse les algorithmes avec ça. Alors, donc ça va se retrouver dedans, mais on reste un peu sur le rock'n'roll, hein, plutôt un peu plus dur même, je pense. Avec Sarah, et je passe le son, s'il veut bien. Voilà, donc qui c'est donc Ah bah oui, mais bon, j'ai mis 20 secondes, je pouvais pas plus. Ouais, moi j'ai choisi un morceau de Deftones qui s'appelle Be Quiet and Drive. Bon, j'ai un peu triché parce que c'est un morceau qui est sorti en 97 quand j'avais 10 ans, mais je l'ai écouté 3 ans plus tard sur un album qui s'appelle Around the Fur. Mais voilà, c'était difficile. Oui, je sais. Autour de la fouf. Autour de la fourrure. Voilà. Titre. Ça parle de manteau, on est d'accord. Laissez-moi finir ma petite. Non. Mais voilà, c'est vrai qu'en 97, il y a eu énormément de super morceaux de rock notamment et de métal. Moi, j'aime beaucoup ce groupe et c'est un morceau qui est tellement puissant et hypnotique que je pouvais pas passer à côté. Donc ça, le chanteur, c'est la voix de Chino Moreno qui est hypnotique. Voilà, tu m'as fait ma transition. Ah bah oui. Le chanteur Chino Moreno, il est connu pour osciller vraiment entre une voix hyper planante et très calme et des énormes hurlements puissants et viscéraux. Et là, je trouve que sur cette chanson, il est vraiment au sommet de son art, parce que c'est un morceau où tu as l'impression d'être au bord de la folie. Moi, j'aime bien cette sensation. Et pour autant, il y a une espèce de mélancolie douce et vachement désabusée dans sa voix, entrecoupée d'explosions de colère très intenses. Donc voilà, très bon morceau pour moi. Et en plus de ça, donc là, on ne se concertait pas non plus. Et on aurait peut-être bien fait, parce que j'ai failli mettre Back to School de Deftones aussi. Oui, Back to School de Deftones. Back to School, c'est pas mal non plus, ça. Toi, t'es prêt pour capilloter. Moi, je te le dis. Sur scène. Back to School. Bon, qui d'autre ici, Deftones, ça parlait quand même ou pas du tout? Voilà. Donc merci. Voilà, merci. On n'est qu'avec des gens de bon goût ici. Tu as 2 copains. Alors. Mais des copains de qualité. De qualité, effectivement. Et là, on va dans un autre genre. Hein? Je te regarde, tu sais très bien pourquoi. Ah bon? Ah oui. Voilà. Le grand écart. Oui. J'aurais dû m'en douter.
Ça va l'extrait que j'ai choisi? Oui, ça Oui, va. ça va. Mais t'aurais pu mettre les 5 minutes, mais c'est Oh, jamais content celui-là. Toujours plus. Bah, Toujours attends. plus, jamais content, Over the top. carrément méchant. Alors, Mathieu. Ouais, moi il faut savoir que j'écoutais comme tous les enfants la musique de mes parents, donc du Jacques Brel et du Charles Aznavour. Puis après je suis tombé à la radio sur Lady Gaga quand elle a sorti Just Dance. Et là je n'ai pas compris comment ma daronne ne savait pas que j'étais un petit gay parce que... Voilà. Et donc ça n'a jamais arrêté aujourd'hui et j'ai réfléchi à quelle chanson je pourrais choisir. Ça tombe bien qu'en 2011 elle est sortie mon album préféré de tous les Comme temps. ça, vous avez son Donc, âge. Born This Way. Et j'aurais pu Le petit mettre... putain qui est bien passé. Ah la vache. Maintenant, il peut Ça boire. fait quand même 1h30 qu'on fait dans nos 10 ans, t'aurais pu Mais je calculer sais, quand mais même. je sais, mais ça me est choque dans à le chaque déni. fois. Mais en Ah, plus, je suis dans c'est le ça. déni complet. Moi. 2011, c'était il y a 6 mois. Oui, c'est ça. Donc D'ailleurs, on va je te changer la couche juste après. t'en prie, on va encore faire Après une la bombe capacité. pour, pour les manifs, c'est super pratique. Ce sera le petit qui pue. Ah bah voilà. Allez, donc continue. Donc j'ai hésité à laquelle de l'album j'allais mettre. J'aurais pu mettre une un peu moins, disons la moins connue, parce que je les aime toutes. Mais c'est vrai que celle-là, hormis que je trouve que c'est une chanson formidable et qu'elle a une super progression et que tout le monde la connaît. Et même si il y a des gros hétéros super sévères en soirée qui font non, j'aime pas Lady Gaga, puis tu mets la musique et puis ils connaissent les paroles par cœur, on vous voit. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une chanson qui m'a vraiment aidé à me construire et où je me suis senti représenté. Et il y a vraiment des paroles intéressantes de libération, de liberté d'expression et vraiment une vraie joie de vivre qui se dégage de cette chanson. Le clip est incroyable. C'est l'époque où elle faisait des clips de 15 minutes où elle sortait d'un vagin psychédélique, donc j'adore. Et ouais, et fun fact, vu que je n'en ai pas dit tout à l'heure sur Scooby-Doo, sachez que c'est la première chanson qui est entrée dans les charts qui prononce le mot trans, voilà, de toute la vie. Donc, GG. Mais voilà, donc c'est, je pense, ma chanson préférée tout court, et je l'aime beaucoup. Je pense que cette chanson-là et le processus jusqu'ici et ce qui va arriver juste après, c'est l'exemple type en fait de ce qu'est cette playlist. Ça a rien, franchement, rien à voir. Et alors là, merci Elodie. Oh bah de rien. Ouais. Quand on avait 10 ans. Hein. Vous avez quand même de la chance que depuis le début je fasse du lip sync tel une finale de Drag Race, mais que je ne chante pas parce que d'habitude je chante sur Mais toutes c'est les vrai, je chansons. suis étonné. Ouais, je suis un peu déçue même. Donc Elodie, Oui, Lolita, bah, enfin oui, moi je- Lolita plutôt. Ouais, bah je suis même pas désolée. Non, bravo. Et j'espère que vous allez tous l'avoir dans la tête, comme ça je me sentirai un peu moins seule. Déjà, qui se souvenait d'Alizée avant que je la ramène aujourd'hui? C'est bien. Voilà. Comme quoi. Comme quoi. Oui, non, mais Il y en parce a que qui ont toujours pas baissé la main. Vous pouvez baisser la main. vous savez, elle viendra pas. hein. On n'est pas C'est là, un il n'y a pas de trauma. happening. Et voici Alizée. Eh bien non, parce que le saviez-vous, mais elle a un peu arrêté la chanson. Maintenant, elle fait de la danse, donc on l'entend moins, du coup, par définition. Hein, mais, Ce qui est pas mal aussi. C'était pas très Lolita, toi. ça m'étonne. Je préfère la version Julien Doré, moi. Oh, ah. Non. Ça va pas. Non, même, non. même là, je. Bah, non. quitte à choisir, autant Non. prendre. Non. Donc, c'est ça. non, Voilà. Lolita. Non, ok. Bah, je la garde quand même. Ok. Et Putain. quand il se voit, ça lui fait toujours un choc. Mais non, mais attends. Oui. Et alors, je sais, en fait, pour les personnes qui me connaissent, ça peut faire un choc que je ramène moi, Oui, Lolita. Mais j'avais l'album et aucune idée de comment je l'ai eu. Alors, j'imagine que c'est ma mère qui a sûrement dû Oh, dans un me paquet de l'acheter. lessive. Et bah non, mais moi, à mon âge, c'était déjà fini les jouets dans les paquets de lessive, malheureusement. Mais j'ai dû lui demander de me l'acheter, mais Bah oui, pourquoi, je le sais single, pas. oui. Et parce que si vous vous souvenez pas, et ben en fait, Alizée, elle sort de Graines de Star, émission que je n'ai évidemment jamais regardée de ma vie, parce que je trouve Laurent Boyer extrêmement gênant, comme beaucoup de gens. Alors, Alizée, Laurent Boyer. On Voilà. parle beaucoup trop de Laurent Boyer ces derniers temps. Oui, C'est je vrai, trouve. hein, je crois qu'il y a un lien. Peut-être qu'il va mourir. Pas Laurent. Allez. Comment vous décrire le bousin bah, c'est une espèce de soupe sucrée qui marque le début des années 2000. C'est une sombre décennie, comme on l'a vécu. Et en même temps, l'album s'appelle Gourmandise. Donc ça résume assez bien le truc. Et puis j'ajoute que c'est écrit par Mylène Farmer,
que c'est composé par Laurent Boutonnat. Donc normalement, vous avez déjà une bonne idée du tableau. Et du coup, on a des paroles où on comprend rien, avec une musique de tout ce qu'il y a de plus calculé pour être numéro 1 au top 50. Et en fait, c'est censé être une adaptation de Lolita de Nabokov, où Alizée prendrait le point de vue de Lolita. Sauf que c'est pas la même littérature, hein, clairement. On n'est pas au même niveau. Là, on est plus dans le roman de gare pour vieux cochons qui se touchent dans le train. Mais heureusement, ça va pas trop loin, parce que de toute façon... C'est une catégorie à la FNAC. Oui, il y a tout Roman un de gare pour vieux cochons qui se touchent dans le train. Heureusement, les paroles vont pas trop loin. De toute façon, on n'a pas le temps, puisque dans la chanson, le refrain est répété 7 fois. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les couplets. Non. Et alors, je vais vous faire un cadeau, parce que c'est les 10 ans de Podren et qu'aux anniversaires, on fait des cadeaux. Si vous voulez remonter le temps en 2000, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais écoutez, pourquoi pas. Allez sur le site officiel d'Alizée. Donc, je vous le donne, c'est alizée-officiel.com. Il est toujours dans son jus, hein, il est toujours actif, mais n'a pas évolué depuis l'année 2000. Il y a des gens qui payent pour ça. Oui, tout à fait. Depuis 23 ans. Quoi. C'est ça, et c'est absolument le truc le plus horrible que j'ai vu depuis très longtemps, parce qu'il y a même une musique qui se lance à l'ouverture de la page. Ça, je veux dire, il y a un décret depuis qui a interdit ça. C'est un enfer. N'hésitez pas à aller lire la biographie d'Alizée, où vous apprendrez notamment qu'elle sait colorier des avions et que c'est l'origine story de son nom de scène. C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Voilà. Merci beaucoup. Mais On en apprend tous les jours dans ce podcast. C'est vrai. Alors, si vous voulez, je vous donne l'histoire. Voilà, c'est que. Alors, le nom d'Alizée, c'est qu'un jour, quand elle était petite, elle a participé à un concours de dessin. Et c'est même pas un concours de dessin, c'est un concours de coloriage. Donc, le but, c'était de ne pas dépasser des lignes, j'imagine. Et donc, elle a colorié un avion et elle a gagné le concours parce que visiblement, elle n'a pas dépassé des lignes. Et donc, le grand prix, c'était que son dessin soit peint sur un avion et l'avion s'appelait l'Alizée. Voilà. Oh, ok, d'accord. C'est nul à chier. C'est plus jeune que la musique, quoi. Alors, avant de terminer justement avec Olivier, donc j'avais dit j'allais prendre justement parmi vous des propositions. Je vois donc Arthur, voilà. Donc j'en prends 3, j'en prends 3, il y a 1, 2, 3, puis je vois un monsieur avec une casquette, je ne sais pas le nom. Donc Arthur, quel est le morceau ? Il y en avait 2 qui se batailler en duel quand j'avais... J'ai dit 1. Alors je vais prendre Toto parce qu'avec l'album Tambou, il était sorti en septembre et je voulais prendre la fête et la... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du Toto, ça fait du bien. Ouais, mais bon, à 10 ans, j'en écoutais, mais c'était pas forcément que ça, quoi. Parfait. Ouais, merci beaucoup. Alors, et je me souviens plus des prénoms, donc excuse-moi. Oui, donc vas-y. Enigme marron. D'accord. Jackie et Benji. Ok, le bilan. Ok, tout ça va se retrouver donc dans la playlist officielle. Hein. Donc, vous avez passé de Alizée au bilan, enfin, à Toto. Puis... Et puis à un moment, il y aura Defstone aussi. Pardon ? Oui, en plus. Et donc, Mais quelle version ? Pardon ? Les Fujis. Ok. Ah, ça c'est bien ça. C'est très très bien ça. Ouais. Voilà, donc tout ceci va se retrouver dans la playlist. Et donc je vais lancer pendant ce temps-là le morceau d'Olivier. Et c'est une autre ambiance. Hein ? Ouais. Donc, on y serait bien resté quand même. Hein. Et on y serait bien resté quand même. Hein. Oui, comme toutes les chansons. Alors j'ai un peu triché parce qu'en fait c'était c'est la Attends version. 2 secondes. Juste après Nirvana, on y serait bien resté. J'ai un titre juste à côté de moi. Non. Pas là. Je l'ai eu des deux côtés. Il l'a eu en stéréo.
êtes les pires. Donc voilà, Nirvana. Ouais, non, en fait, j'ai un peu triché parce qu'en fait, c'est tiré du Unplugged in New York de Nirvana qui a été enregistré en 93. Pour MTV, mais il ouais. est sorti en fait le 1er novembre 94 après la mort de Kurt Cobain. Donc, du coup. Oui, il est mort! Ah, les Désolé, je vous ai spoilers. spoilé la fin. Il va pas bien, Kurt Cobain. Non, il est pas en forme. C'est pas- comme Claude Brasseur. Il est très fatigué en ce moment. On va pas y arriver. Et du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un titre parce que à l'époque, j'écoutais Fun Radio. Et, Ah ouais, c'est fun, là, c'est sûr. Et Fun Radio à l'époque, c'était une radio qui était schizophrène, c'est-à-dire il passait beaucoup de rock, de hard rock, de grunge, de trucs comme ça. Et à côté, ils étaient en transition vers la dance machine, quoi. Donc, du coup, j'écoutais à la fois Radiohead, AC/DC, Nirvana, tout ça. Et puis à côté, j'ai écouté Too Unlimited. J'ai jamais réussi à le dire. J'écoutais Ace of Base, Corona, tout ça. Donc c'était un truc de fou. Donc je savais pas si j'avais envie de pourrir la mixtape ou si vraiment j'avais envie de mettre un morceau que C'est j'aimais souvent bien. tentant quand même. Hein. C'est très tentant. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a fait un peu rire en choisissant ce morceau qui est pas drôle du tout, c'est que souvent c'était dans nos booms, c'était le moment où on faisait le slow en fait. Ben ouais, parce qu'en fait, il y avait des trucs. Quand on comprend pas les paroles. Ben c'est ça, quand on comprenait pas les paroles et puis en fait il y avait pas tant de morceaux de ça qui étaient un peu doux, donc il y avait que de la dance ou alors des gros trucs de rock et tout. Ah ouais non. Tous ces mariages avec Every Breath You Take. Oh là 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 Oh là. là là, quelle angoisse. En tout cas, nous, ça nous arrivait de faire des slows, mais en fait, on savait pas de quoi ça parlait. Ah, c'était Puis, lent. Et voilà. Donc, mais c'est comme dans les mariages maintenant où on met Adele alors que c'est un truc de... Ou Cotton Eye Joe. C'est... Ouais, mais ça c'est festif. Mais les gens qui ouvrent leur bal de mariage avec Adele et sa chanson sur la rupture, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, Mais est-ce qu'elle est morte, Adèle? Non, parce qu'on demande qui est mort, donc bon, tant qu'à faire. Moi, j'ai quand même une question, mais vraiment musicale et importante. C'est Ouais. Est-ce que ça t'a permis de conclure ou quelque chose ou pas du tout Est-ce que t'as fait chaud? ouais, alors on va pas aller sur ce terrain-là. Je pense que je me suis pris pas mal de râteaux dessus, ouais. On l'appelle Jardiland depuis. J'ai... Merci. T'es violente aujourd'hui. Putain, t'as la pêche. Hein. Et alors cette chanson-là, c'est quand même une chanson assez intéressante parce que je sais pas si vous savez, mais c'est c'est une vieille chanson de folk américain qui date visiblement de 1870. Et en fait, on sait pas qui a créé cette chanson-là. Et en fait, elle est probablement la forme actuelle qu'on a est probablement la fusion entre plusieurs chansons. Et donc moi je savais pas évidemment à l'époque je savais pas l'histoire de la chanson. Pour moi c'était une chanson de Nirvana quoi. Enfin et en fait c'est une chanson qui a été beaucoup reprise, notamment par des groupes de bluegrass. La bluegrass c'est une forme de country qui est un peu plus mélancolique, un peu plus folk que la country qu'on a l'habitude d'écouter. Et en fait c'est une forme de country que j'aime bien. Donc je l'ai réentendu sous des formes complètement différentes. Et puis alors, voilà, cette version de Nirvana, c'est juste incroyable, quoi. La chanson, elle est hyper planante, la voix est dingue. Moi, c'est une chanson qui maintenant que je fais plus de slow dessus, m'émeut énormément. Et voilà, enfin, je trouve que il y a tout. C'est marrant parce que c'est pas une chanson de Nirvana et pourtant il y a toute l'âme de Nirvana qui est dedans en fait. Et c'est une rupture presque douce. Et c'est tout d'un coup cet homme ou cette femme selon par qui elle est interprétée, qui se rend compte que son compagnon ou sa compagne va partir. Et il y a vraiment quelque chose de très joli là-dedans, de très doux, et je trouve qu'il y a vraiment toute l'âme de Nirvana là-dedans, et c'est pas un hasard s'il l'a reprise, et voilà. Donc c'était
C'est un très très beau morceau. Merci Olivier. Alors je vais terminer vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait fait les crossovers un peu bizarres, hein, donc les Tortues Ninja et les Power Rangers, Magnum et Arabesque. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais demander à ce bon vieux ChatGPT, qu'est-ce que serait un crossover entre Arabesque et les Tortues Ninja? Il m'a donné plein de versions, j'en ai gardé une. Et donc il m'a dit que Jessica Fletcher est une célèbre écrivaine et détective. Elle a reçu une invitation de son ami April O'Neil à visiter New York. Jusque-là, ça se tient. Jessica était ravie de voir April et de découvrir cette ville animée qu'elle avait si souvent décrite dans ses livres. Elle avait hâte de rencontrer les amis d'April, les célèbres Tortues Ninja. Moi aussi, j'ai hâte de la rencontrer. Ah oui, oui. Alors qu'ils se promenaient dans les rues bondées de New York, Jessica et April furent témoins d'un braquage. Les voleurs armés et masqués s'échappèrent à bord d'une camionnette. Les Tortues Ninja qui patrouillaient dans les environs repérèrent la camionnette et la suivirent de près. Jessica, curieuse et intrépide, décida de les suivre. Elle avait envie de savoir plus sur ces tortues si particulières et sur leur mode de vie étrange. Elle fut surprise de les voir se mouvoir si facilement dans les égouts et de découvrir leurs repères secrets. Les Tortues Ninja avaient besoin de l'aide de Jessica pour arrêter les voleurs et découvrir qui était derrière ce crime. Ensemble, ils se mirent en place un plan d'action. Les Tortues Ninja se déguisèrent en civils et Jessica les accompagna dans une banque où ils savaient que les voleurs allaient attaquer. Grâce à leur collaboration, les Tortues Ninja et Jessica Fletcher parvinrent à arrêter les voleurs et à mettre fin à leur plan maléfique. Jessica apprécia l'aventure et les amis qu'elle avait rencontrés, et les Tortues Ninja respectèrent encore plus le talent et le courage de Jessica. Et ce n'est pas fini, attention! Finalement, Jessica quitta New York, mais elle emporta avec elle de merveilleux souvenirs de cette ville et de ses nouveaux amis. Les Tortues Ninja, quant à eux, continuèrent à protéger la ville et à combattre le crime, mais ils se rappellèrent toujours de cette étrange et inoubliable rencontre avec Jessica Fletcher. C'est à la fois mignon. C'est à la fois mignon, mais en même temps, de me dire que Jessica Fletcher a parcouru les égouts de New York, c'est très flippant quand même. Et dans l'autre version, il faut savoir que les méchants, c'était le Foot Clan. Donc en plus de ça, oui, ChatGPT connaît bien les Tortues Ninja apparemment, donc pas de souci. Et ça, c'était juste la première demande que je lui ai fait. Et il m'a donné un truc comme ça. J'ai envie de le voir maintenant. Oui. Oui, c'est ça. Et ça, on va dire à la limite, pourquoi pas Monk et Colombo, pourquoi pas. Mais alors, Arabesque et les Tortues Ninja, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, là c'était la première demande. Si je lui ai demandé, raconte-moi en plus, je pense que ça finit comme ça. Hein, on a fait plein de tests et celui-là est sorti pas mal. Donc déjà merci à vous d'être venus nous écouter. Bon anniversaire encore à Podren pour les 10 ans. Bon anniversaire Podren. Alors le mot de la fin, Olivier. Anniversaire. Oui. Sarah. Bière. T'as soif. Là on a soif. Mathieu. Scooby Snack. Ok. Oh. Élodie. Banane. On l'a pas ramené. Non. On a oublié la banane. Puis bon, moi je dirais merci David, encore. C'est beaucoup trop de mots, ça. Oui, mais c'est en un mot. C'est un merci David encore. Attends, voilà. En tout cas, merci. Bonne fin de Podren, bonne continuation, bonne série, tout ce que vous voulez. Et surtout... Bon Jovi! Il l'a pas lancé, il l'a planté. Merde. Bon Jovi. Il l'a planté, attendez. Tu veux qu'on chante? Non.